Les policiers, lorsqu'ils utilisent une arme, ils le font toujours avec intelligence. Voilà. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que je crois qu'on n'est pas prêt de rentrer chez nous. Justement, c'est à un moment donné, comment on fait, Jérémy? Vous savez qu'à partir du moment où vous ne savez pas écouter, on ne pourra pas avoir du dialogue. Sachez déjà, écouter un dialogue, c'est je vous écoute. Et moi, quand je parle, je vais être courte, mais au moins, laissez-moi finir ma phrase. Je suis pas sûr, mais Si. Vous avez voulu les Champs-Élysées, c'est la première fois, et le gouvernement... Vous savez pourquoi, au moins? Mais vous parlez dans le vide, vous savez même pas pourquoi les Champs-Élysées, pour 2 raisons. Je peux me permettre? Je le dirai après, allez-y. Y a manifestation, y a blocage, eh ouais, on va leur foutre la merde. Wouhou! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais, y a blocage, y a blocage, bah, et ouais, y en a marre, attends, t'as vu ce qu'on paye? Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai une petite question à vous poser. Qui c'est la force vive du pays? Les entrepreneurs. C'est ça, voilà. Et c'est qui ces entrepreneurs? Bah c'est vous, c'est nous, c'est... Et qu'est-ce qu'ils font ces entrepreneurs? Ils collectent de la... TVA. De la TVA, c'est ça. Alors moi, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. Moi je suis pas assez intelligent pour avoir ce genre d'idée. Qu'est-ce qui se passe? Accident de travail. Chut. Ce que vous venez d'entendre, c'est une réunion de crise. Ouais, du groupe La République En Marche. Macron, c'est Thatcher, hein. C'est bien pire que tout ce qui a été fait avec Sarkozy, avec Hollande. Il va casser tous nos droits sociaux, notre salaire brut, notre sécurité sociale, notre assurance chômage, en plus de nos droits du travail et de nos retraites. Donc faut l'arrêter. De toute façon, ce gars-là repose sur une tête d'épingle. Il a été élu par erreur. Et il faut donc maintenant que tout le monde voit qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, quoi. Il y a des syndicats dans notre pays, il y a des corps intermédiaires dans notre pays. On ne va pas se faire traiter de feignants, d'extrémistes et je ne sais quoi d'autre. Il va falloir qu'ils comprennent qu'il y a un pays en face de lui et que ce n'est pas ces fantasmes de trader et de Jupiter qui comptent. Je sais ce que vous vous dites, hein, c'est vachement bien dit. Alors bonsoir à toutes et tous. Ce soir, donc notre invité sur le live, c'est Gérard Filoche. Et donc je suis accompagné de Jérémy. On est là ensemble pour 1 heure. On a quelques questions à poser à Gérard. D'ailleurs, Gérard, on te remercie d'avoir répondu présent. Et ce que je vais faire, je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Et puis après, ce sera au tour de Jérémy et à moi. Voilà, je te laisse la parole, Gérard. Vous voulez savoir quoi de moi? Moi, je suis un militant de gauche depuis que je suis tout petit. J'étais gilet jaune avant d'être né. Mais j'ai commencé réellement à militer vers 16, 17 ans, après la guerre d'Algérie, en vérité. Un des premiers moments dont je me souviens, bon, c'est évidemment le mouvement étudiant, le mouvement social, mais c'était le référendum de De Gaulle pour instaurer la présidence au suffrage universel. J'étais contre. J'ai toujours été contre. Je disais c'est élire un roi. Moi, je crois s'il y a quelque chose d'archaïque, de primitif, c'est de croire que c'est un seul bonhomme qui peut représenter une société de 60 millions d'habitants, avec toutes ses composantes. Au contraire. Alors, je criais un slogan qui est toujours valable, à mon avis. C'était « Abat le pouvoir personnel ». Abat le pouvoir personnel. Vive le pouvoir collectif. Plus il y a de démocratie, plus les gens sont impliqués, plus à tous les niveaux, de la commune, au département, à la région, à l'assemblée, il y a d'élus, de contrôle, de révocation, d'échanges entre le bas, le haut, l'horizontal, le vertical, plus ça va mieux. Et moins, si vous avez au contraire un bonhomme qui décide de tout comme Macron, moi je le dis là dans ce que vous avez choisi comme extrait, c'était il y a 3 ans. À l'époque, trop peu de personnes avaient compris qui c'était. C'était à la fois Margaret Thatcher, c'était à la fois l'homme de la finance, du MEDEF et du CAC 40, et en plus c'est un illuminé. Hein, il a quelque chose de m'as-tu vu, ça phosphore dans sa tête et il croit que il va faire passer ça partout. Il s'est prononcé pour une France start-up, dites donc. Start-up, une France. Rien que l'idée, ça me fait frémir. Comment on peut réduire notre pays de cette façon? Ensuite, il a dit qu'il était pour une société sans statut.
Réfléchissez bien, hein, c'est sans loi, sans code du travail, sans réglementation. La folie libertarienne, quoi. Hein. Les libertariens, c'est une secte réactionnaire américaine. Ensuite, il a dit qu'il était pour supprimer les cotisations sociales. Ça, c'est ce qui m'avait le plus alerté. Les gens, souvent, font pas attention, mais sans cotisation sociale, il n'y a plus de sécurité sociale. Sans cotisation sociale, il n'y a plus de retraite. Sans cotisation sociale, il n'y a plus de protection contre les accidents du travail. Il n'y en a plus non plus contre le chômage. Et j'avais annoncé dans la petite interview, là, qui était faite dans une manifestation de l'automne 2017, j'avais annoncé qu'il allait casser l'assurance chômage. Il l'a fait. C'est une tuerie. Des millions de salariés chômeurs vont perdre leurs droits. Et après, j'avais annoncé qu'il touchait aux retraites. Écoutez, heureusement qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Je termine là-dessus mon introduction, mais si la retraite avait été calculée déjà avec 14% du produit intérieur brut, comme il l'annonçait, comme le produit intérieur brut vient de perdre probablement 12%, vous imaginez que les retraites de 14 millions de salariés seraient contractées. Heureusement qu'on a évité ça, dites donc. Bon, au travers de ce que je viens de dire, vous savez, vous comprenez qui je suis. Un militant de gauche qui veut le renversement du capitalisme et qui est pour le socialisme. On comprend qui tu es, on sait pourquoi. Pour nous, tu es un humaniste. Oui, bien sûr, parce que le socialisme est un humanisme. Vous savez, le socialisme, il a existé nulle part, contrairement à ce que les gens croient. Il y a des pays totalitaires qui ont été appelés socialistes, ils n'avaient rien à voir, il y avait eu des contre-révolutions. Le communisme n'existait nulle part. Tout est à faire, c'est une idée neuve, le socialisme. Et elle ne peut pas se faire sans démocratie. Elle ne peut pas se faire dans un seul pays où le socialisme s'étend et c'est un autre système qui naît dans le monde où on remplace l'économie capitaliste. L'économie capitaliste, c'est la compétitivité. Vous savez, il vous dit ça tous les matins. Et l'économie socialiste, c'est une économie de solidarité. Voilà. On passe de là. C'est plus vite dit qu'à faire, puisque ça fait des décennies que je milite pour ça et que je vais le voir venir bientôt. Bruce, je t'avais dit, on aurait dû laisser Gérard Filoche tout seul. Il a trop de choses à dire. 1 heure, ça sera trop court, c'est sûr. Alors Gérard, merci déjà d'être avec nous. Donc cet événement, on l'a co-organisé donc avec Voter pour vous et Le Jour se lève, donc l'équipe de Bruce et nos équipes, afin de pouvoir t'écouter, t'entendre, parce qu'on a quelques questions simples à te poser, qu'on va se permettre de te poser dans pas longtemps. Moi, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc Jérémy Clément, je fais partie donc du groupe Le Jour se lève. Je suis un contestataire bébé né du mouvement des Gilets jaunes, complètement néophyte avant tout ça. Et on a décidé d'être dans la désobéissance civile comme dans les actions constructives, puisqu'on part du principe que pour casser et briser ce monstre, il faut être petit 1 en mesure de proposer quelque chose à côté, et surtout petit 2, pour le casser, être capable de l'attaquer de toutes parts. Donc ça passe par de la contestation sociale dans la rue, bien coordonnée, ça passe par de la contestation médiatique, ça passe par de la contestation d'action sur nos élus, ça passe sur des propositions et des solutions ou des tests grandeur nature sur beaucoup de choses, et aujourd'hui on en est là. Donc merci d'être avec nous, c'est vraiment super Gérard. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que pour le coup c'est nos groupes, mais c'est toi le plus connu Gérard, c'est sûr. Donc moi je vais laisser Bruce se présenter maintenant. Donc moi je suis de Dijon, on a monté une structure associative pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est pareil, moi j'étais pas forcément militant, on va dire politisé, mais au sens électoral ou autre. Et ce mouvement en fait nous a permis de monter une association où on a tenté, on l'a réalisé en mai 2019, une consultation citoyenne sur la 2e circonscription de Côte d'Or, qui avait pour objet en fait de demander aux citoyennes et aux citoyens inscrits sur les listes électorales s'ils étaient pour ou contre un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, et s'ils étaient pour ou contre la mise en place d'une assemblée constituante. À cette époque-là, on s'est bien fait mettre des bâtons dans les roues par le préfet, bon ça nous a pas surpris, mais aussi par le député de la 2e circonscription, qui n'est pourtant pas un député de la majorité. Et c'est là qu'on a compris que si on avait réellement des élus, il y en a aujourd'hui il y en a qui en 2019 se sont battus à l'Assemblée nationale pour qu'on ait au moins un référendum d'initiative citoyenne, mais il n'y en a pas assez. Et nous, on aurait eu du soutien, et bien on aurait pu mettre ce sujet-là plus en lumière, et on s'est dit qu'il fallait pas négliger la voie électorale. Et on s'est dit, tiens, dans 2 ans,
il y a des présidentielles, enfin, il y a les présidentielles et les législatives, et ben à ce moment-là, on doit s'organiser pour que, en parallèle de la rue, si on n'y arrive pas par la rue, eh bien qu'on soit prêt, qu'on soit de plus en plus nombreuses et nombreux à défendre ces valeurs-là à l'Assemblée nationale. Voilà en fait l'objet de voter pour vous, qui est un parti politique qu'on a nouvellement créé et qui commence à, on se fédère avec d'autres aussi, voilà, parce qu'on a compris que tout seul, voilà. Tu parlais de collectif, Gérard, en fait on est exactement dans cet état d'esprit-là. Voilà. Mais merci d'être présent encore une fois, ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Écoutez, moi, je vous découvre. Moi, je suis un fils d'ouvrier. Hein. J'ai été ouvrier moi-même. J'ai fait une douzaine de boulots, tout ce qu'il faut pour survivre quand on n'a pas un sou. Hein. Manutentionnaire, ouvrier du livre. J'ai été prof, pion. J'ai été chauffeur-livreur. J'ai été conducteur de train. J'ai été facteur. Bon, j'en oublie hein, au moment où je vous parle, mais ça m'a permis ensuite d'atteindre un moment où j'ai pu passer un concours d'inspecteur du travail. Et ayant été reçu à ce concours, j'ai dû le faire ce métier pendant 30 ans. Comme j'ai l'habitude de dire, tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. Et pendant 30 ans, j'ai dû visiter 9 ou 10 000 entreprises, le code du travail à la main. Et là, j'ai beaucoup appris. J'ai compris ce qu'était le salariat. J'ai compris que c'était la force révolutionnaire qui était capable de transformer la société. Bah, c'est top, c'est top. Ce que je te propose, Gérard, si tu es partant, on va lancer un jingle et on va te poser la première question si tu veux. Ça te va? Qui me semble pour moi énorme et qui a été voulu par tout le monde. Souhaité par Pompidou, inscrit dans les 110 propositions de M. Mitterrand, voulu par Giscard une fois qu'il avait fini son septennat et réalisé par Chirac. Alors, première question. Passage du septennat au quinquennat. Quelles conséquences pour la démocratie, Gérard? Je sais que beaucoup attribuent une grande conséquence. Moi, je suis de ceux qui pensent que ça ne change pas tant que le pouvoir présidentiel est le même. Et là, tout le vice de notre système antidémocratique de la Ve République vient de la concentration des pouvoirs à l'Élysée. Ce qui fait que même avec 5 ans ou avec 7 ans, c'est le même bonhomme qui décide et qui arrive à se substituer au gouvernement, au Parlement, aux régions, et qui oblige tout le monde à se mettre sur le petit doigt, sur la couture du pantalon, parce que c'est lui qui fait les nominations, et c'est lui qui fait les budgets, et c'est lui qui décide de s'imposer, même quand sa propre majorité n'est pas d'accord. J'ai vu ça sous Hollande. Hein. Hollande, quand il a été élu en 2012, toute la gauche avait tout dans le pays. Tout. Il y avait 2 villes sur 3 qui étaient de gauche, 61 départements sur 100 qui étaient de gauche, il y avait 20 régions sur 22 qui étaient de gauche, l'Assemblée nationale était de gauche, le Sénat, pour la première fois depuis 200 ans, était de gauche, et c'est Hollande qui a tout décidé. Il a écrasé même son propre parti, il a écrasé sa propre majorité, et il a fait le contraire de ce pourquoi il s'était fait élire. Il avait dit « je suis contre la finance » et il a servi la finance. Et comme tout se décide à l'Élysée, il a pu écraser tout. Ah, il s'est écrasé dans le mur lui-même après, hein. Ça c'est un autre problème. Mais il a pu écraser tout pendant 4 ou 5 ans. Et moi qui voyais ça un peu de l'intérieur de la bête à l'époque, je me disais mais comment c'est possible de résister à l'Élysée? Et maintenant je suis convaincu d'une chose, plus jamais d'élection d'un président au suffrage universel. Ne croyez pas qu'un bonhomme ou une bonne femme vont vous sauver. Comptez sur vous. Comptez sur le fait qu'ensemble et collectivement, dans votre commune, small is beautiful, c'est bien les communes, que dans l'agglomération, il faut qu'elle soit élue, il ne faut pas qu'elle s'échappe au vote, que dans votre département, il faut que le département reste et non pas qu'il le supprime comme ils en ont l'intention. Il faut que dans votre région, il aurait fallu rester avec 20 régions, les grandes régions, c'est pas bien. Et pour la démocratie, il faut que ça se rapproche du citoyen, que ça se rapproche du salarié. Plus vous créez de distance, et plus vous concentrez le pouvoir, plus vous approchez de la dictature. Le mot dictature a plein de sens hein, dans l'histoire, dans les sociétés. Plus vous rapprochez d'une dictature, c'est-à-dire de quelque chose où les citoyens ne peuvent plus décider, ça leur échappe. Et là, nous sommes en plein, là, avec Jupiter. Là. En plus, le gars, il ose s'appeler Jupiter lui-même. Enfin, c'est Lucifer, en fait. Non, mais c'est assez hallucinant parce qu'aujourd'hui, quand on écoute les experts, on considère que les élections, du fait d'être passé au septennat, au quinquennat, et d'avoir approché les élections présidentielles avec les législatives, bah, ça a offert l'opportunité de ne plus avoir de contre-pouvoir législatif
au sein de l'opposition politique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme si tout était groupé parce que l'exécutif, il a tout loisir de pouvoir placer justement ses pions. Et les spécialistes, ils disent quoi quand on discute en back-office? Ils expliquent qu'en fait, les lobbyistes, la finance, ils ont récupéré tout ça, ils apparentent ça à une course de chevaux où en fait, ils vont miser sur tous les chevaux, sauf le cheval citoyen qui, lui, n'est pas contrôlable et qui vont annihiler du système pour pas qu'on le voit. C'est assez hallucinant quand même. Hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, regardez ce qui vient de se passer dans l'actualité des 3 derniers jours. Macron donne un coup de fil à ses financiers à Londres. Alors, il faut savoir qu'il a eu 16 millions d'euros pour se faire élire. Et 301 de journaux. Hein, vous me donnez 16 millions d'euros et 301 de journaux, je gagne l'élection, je vous le jure. Et je ferai mieux. Tu deviens l'homme providentiel, effectivement. Parce que moi, Tu prends l'échec, Gérard? Tu prends l'échec ou pas? Aussitôt, je convoque ce qui est une assemblée constituante pour que l'ensemble de la population décide d'un autre système. Malheureusement, il faut en passer par là. Et Macron, lui, il s'est pas gêné, 16 millions d'euros, 301 de journaux. Et qu'est-ce qu'il fait avant-hier? Il appelle ses financiers de Londres et il dit « Oh, j'hésite, qu'est-ce que je vais faire? Et si je démissionnais ?» C'est extraordinaire. Le gars, il pense que puisqu'il est en difficulté, que personne ne veut plus de lui, il peut jouer son va-tout, démissionner et se faire élire. Mais à qui il le dit? Pas à son gouvernement, pas à son Premier ministre. À ses financeurs. À ses financeurs à Londres. Alors évidemment, il y en a là qui causent. Alors maintenant, il est obligé de démentir. Non, pas du tout, etc. Mais quand même, le mécanisme est révélateur de ce qu'est ce fonctionnement. Nous avons une espèce de bouffon qui peut décider de notre sort, de changer le calendrier, de dissoudre l'Assemblée, ce qui est un pouvoir exorbitant pour un président, de démissionner lui-même pour récupérer 16 millions d'euros et se faire réélire en matraquant par une campagne généralisée, ou bien tout simplement de nous envoyer à nouveau la police pour matraquer les gilets jaunes qui vont revenir, ou interdire les manifestations comme celle du 16 juin qui s'annonce. Gérard, en fait, ce qu'il essaye de faire là, si ça se passe comme c'est annoncé, c'est qu'en fait, il essaye de retrouver une légitimité en sachant pertinemment que le système le fera réélire, quoi. Oui, c'est ça. Vu qu'il n'a pas de légitimité dans la rue, il se dit voilà. Attends, je démissionne et vous allez voir les Français, vous allez voir, je vais être élu. Oui, mais la première leçon qu'il faut tirer, c'est qu'il pense lui-même qu'il a plus de légitimité, si jamais il en avait eu une fois. Hein. Parce qu'il est quand même lucide, il avait une fois, je suis là par effraction. Effectivement, il est là par effraction. C'est le putsch d'un homme de cabinet. Il a profité de la déroute de la politique de Hollande-Valls pour s'infiltrer, parce que la gauche était divisée, il y a réussi. Et donc, mais il pédale dans le vide aujourd'hui. Son propre C'est un aveu de faiblesse, quoi. Oui, bien sûr, son propre parti, La République En Marche, enfin, c'est pas un parti. Je veux dire, il vient d'éclater en 3, 4, 5 groupes, on ne sait pas, sous-groupes, etc. Parce que ces gens-là ont tous été recrutés sur un curriculum vitae, comme des commerciaux, comme on recrute dans une entreprise. Ce pas des gens qui expriment le pays. Ils n'avaient jamais collé d'affiches, ils n'avaient jamais tenu de réunion avant de dire « Ah, tiens, je serais bien député ». Et puis après, ils disent des grosses bêtises les uns après les autres. Il y en a 100 qui sont mis en examen. Les autres sortent des trucs homophobes, n'importe quoi. On a vu une bande de tapés là-dedans. De façon extraordinaire. Donc il n'a pas vraiment de parti. D'ailleurs, c'est ce que la droite lui dit. Nous, on est blanchis sous le harnais, disent les Républicains. On a le pied dans la glaise. On sait ce que c'est. Et toi, Macron, là, tu nous as mis 300 mecs devant nous. Mais en fait, ça vaut rien. Et ils n'ont pas totalement tort de leur point de vue. Pas du mien, mais de leur point de vue. Et donc, Macron n'a pas vraiment de parti. Alors, que va-t-il faire là? Il essaie d'inventer des choses désespérées, ce qui peut être très dangereux, hein. Ah oui. Oui, bien sûr. Parce que il a tenu depuis 3 ans grâce à la police. La violence. Bien sûr, il n'avait pas matraqué les gilets jaunes. Il y aurait eu à un moment donné 2-3 millions ou 4 ou 5 millions de manifestants en même temps. Mais il a cassé les manifestations délibérément. Et d'ailleurs, il s'est appuyé sur une police avec des méthodes telles que maintenant cette police est gangrénée. Elle vient quand même aujourd'hui de manifester aux Champs-Élysées. Ouais, mais j'ai vu ça. Les gars en gilet bleu foncé, là, en tenue sombre, qui ont remplacé les gilets jaunes, qui manifestent sur les Champs-Élysées, qui ont eu le culot d'aller devant l'Élysée cet après-midi, d'aller devant le ministre de l'Intérieur pour manifester sur le thème « Ne nous lâche pas, parce que sinon on te lâche ». Et que le message est très clair à Macron. Tu as eu besoin de nous pendant les 2 ans pour garder ton pouvoir, puisque tu n'as pas un pouvoir démocratique et légitime. Et maintenant, si tu te mets à dire que tu vas pas bien nous payer, que tu vas pas bien nous traiter, qu'on va pas pouvoir continuer comme avant, etc., nous, police, on te lâche.
Et ils sont venus devant l'Élysée, ce qui est quand même un truc extraordinaire, ça n'était jamais arrivé. Menacer le président. Non, mais c'est beau, hein. Et attends. De toute façon, pardon, c'est pas un vas-y, parti, hein. C'est une start-up, hein. Et puis, parti ou pas parti, ils sont encore là, donc ça nous arrange pas. Vous avez vu le communiqué du collectif national du PNI? Ce qu'il a dit, c'est quand même hallucinant, hein. Ça circule sur les réseaux de partout, hein. Donc, un collectif de police. Alors, vous nous avez donné carte blanche face aux gilets jaunes. Tout était permis. Vous n'avez jamais, alors, blablabla, blablabla. Pour finir, vous n'avez jamais été le premier flic de France. En parlant de Castaner. C'est écrit noir sur blanc, ça a été partagé, ça a été vu des millions de fois. Aujourd'hui, on a les policiers qui balancent. Et moi, je me dis quoi? Si, enfin, plutôt que chacun est prêté pour sa paroisse, parce que c'est pour ça qu'on s'en sort pas, c'est qu'on se soutient plus ou moins les uns les autres, mais une fois que l'un a obtenu ce qu'il voulait, les autres s'en vont. Et ça veut dire que les premiers arrivés seront les premiers servis si toutefois ça se passe bien. Et l'idée, ce serait vraiment d'avoir une convergence où on est vraiment d'accord qu'on souffre cruellement de démocratie dans notre pays, qu'on souffre de ces institutions et de ces réseaux qui gangrènent, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à ficeler tout ça, et d'autres qui ont réussi, comme moi, à s'en désintéresser pendant longtemps. Mais tout ça, c'est fini. Et ce qui est hallucinant, c'est que aujourd'hui, l'exécutif, avec son gouvernement, effectivement, il lance des coups de jet dans la mare, mais ils n'ont aucune idée des conséquences qu'il va y avoir. En continuant de cliver la police avec les citoyens, de mettre sur le sujet d'agrémenter et d'alimenter à travers le racisme, non seulement on s'éloigne des vrais sujets, mais en plus de ça, eux-mêmes ne contrôlent pas ce qu'il va y avoir derrière. Donc, on est loin d'être au bout, mais je pense que cette année sera une bonne année pour nous si on sait unir nos forces. Tu en penses quoi, toi, Gérard? D'abord, je l'espère que cette année va être une bonne année. Bon, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de réunions, de beaucoup d'organisations. Il est sorti ce qu'on appelle un plan de sortie de crise, qui a été rédigé par une vingtaine d'organisations et pas les moindres, hein, la CGT, la FSU, Sud, les principaux syndicats de ce pays. Ensuite, vous avez eu dedans toute une série d'associations, y compris Oxfam et d'autres, Greenpeace, et d'associations de défense de l'humanité contre les variations du climat que le capitalisme provoque. Et ils se sont réunis plein de fois et ils ont fait un plan de sortie de crise. Je l'ai sous les yeux, je peux pas vous le lire, mais il est assez extraordinaire parce que c'est le début d'un programme commun de la gauche, si je peux me permettre. Et alors, ils ont invité, puisqu'ils étaient 20 organisations, ils ont invité le 20 mai dernier, et il va y avoir une autre réunion le 20 juin prochain. Ils ont invité, alors la gauche, vous savez, aujourd'hui, la gauche, c'est presque 15 partis, c'est une mosaïque. Et dans chaque parti, il y a une mosaïque. C'est-à-dire, là, c'est arrivé comme ça, mais ça, c'est la faute à Hollande qui a cassé le Parti socialiste, divisé la gauche, et voilà. Donc, la gauche se retrouve mosaïque est le vrai terme qu'on peut trouver. Je crois qu'il est le plus exact. Bon. Mais avec mosaïque, on peut recomposer quelque chose. Et là, l'appel des 20 organisations aux 12 ou 15 partis de gauche, on était 49. Mon groupe, qui s'appelle Gauche démocratique et sociale, y participait. On était 49 autour de l'écran. Et les 20, il y avait Philippe Martinez. Et dans les 49, vous aviez, attention, Mélenchon, Faure, Bayou, Roussel. Je vous les énumère pas tous, mais bon, voilà. Et la question c'était, est-ce qu'on peut faire quelque chose en commun? Parce que là, vous avez de quoi avoir pratiquement 50% des électeurs, c'est pas rien, s'ils se décident à s'unir. Et s'ils se décident à avoir une plateforme commune, et à ce moment, ils seraient capables de fédérer plein d'associations, parce que vous me parlez d'associations locales à Dijon ou dans l'Est, mais il y en a partout. Et ce qui est dommage, c'est que justement les forces ne convergent pas. Comment le déclic peut arriver? Bon, alors moi j'espère que ça à la prochaine réunion du 20 juin. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Pourquoi? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui ils se regardent tous les uns les autres, il y a le passé qui est là, on s'en veut, il y a du dossier. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils se disent pas, attends, là c'est maintenant là. Toi qui vois ça de l'intérieur, quoi. Il y a tout ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a le passé. Enfin, le passé, normalement, c'est fait pour apprendre. On en tire des leçons.
Bon, on peut pas mettre des conditions pour se mettre d'accord entre les gens en liquidant le passé. Ça, c'est pas possible. Il faut accepter d'avoir des divergences. Quand je parle d'unité d'action, moi, je parle pas d'unité de pensée. Et les gens ont parfois du mal à comprendre la différence. L'unité d'action, c'est que chacun reste ce qu'il est, mais qu'on se met d'accord sur une plateforme qui nous réunit. Après, on peut continuer à penser comme avant. On peut même avoir des idées critiques sur l'autre, mais ce n'est pas ce qui est devient l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est ce pourquoi on se met d'accord. Et là, vous savez, la gauche, pour moi, hein, alors il y a des gens qui disent la gauche, ça n'existe plus. Bah, à mon avis, ils ont pas raison. La gauche, elle a jamais trahi la gauche. Elle a été trahie. C'est pas la même chose. La gauche, c'est d'abord le salariat. C'est une force sociale. C'est ceux qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Hein, c'est ce dont on a tant parlé, là, les métiers essentiels. Hein. Les caissières, les soignants, les éboueurs, les livreurs, c'est le salariat. Et sans eux, le pays marche pas. Et la question, c'est que ce salariat-là, vous savez que c'est 88% des actifs. 88%. Faut bien faire attention aux chiffres. Quand on a le salariat, on a la majorité dans le pays. Il y a 30 millions de salariés. Alors, on me dira, ils sont pas tous, il y en a des plus riches, oui, bien sûr. Il y en a qui gagnent 900 €, il y en a qui gagnent 3200 €. C'est la fourchette. 98% des salariés gagnent moins de 3200 €. On vit pas de la même façon à 900, à 1800. Avec 3000, effectivement. Je ne dis pas ça. Mais je dirais que l'écart n'est pas si énorme que ça, dans l'abstrait, comme ça. Et que d'autre part, tout le monde a le même intérêt, parce que le patron, quand il vous retire le boulot, il vous le retire. Hein. Que vous ayez 900, 1200 ou 1500 ou 3000 €. Hein. Et vous êtes tous avec l'épée de Damoclès du chômage sur la tête. Et vous êtes tous obligés de faire des heures supplémentaires qui sont pas payées. Et vous êtes tous sous la pression de ce qui se passe en ce moment. Donc le salariat, c'est la grande force sociale. Mais le salariat, il est divers. Vous avez des salariés qui ont une religion, d'autres qui n'en ont pas. Vous avez des salariés laïcs, vous avez des salariés révolutionnaires de tradition, puis vous avez des salariés qui ont toujours regardé un petit peu du côté du patron en croyant que c'est le patron qui leur donne à manger, ce qui est pas vrai. Le patron leur prend leur travail, ça c'est autre chose. Et puis donc le salariat est divers, il a des pensées diverses. Et unir la gauche, c'est comme unir le salariat. C'est-à-dire d'arriver à dire que tous ceux qui produisent des richesses défendent enfin leur intérêt commun. Et il faut pas voir la gauche comme seulement des partis, des appareils. Alors, il y a des appareils, évidemment. Mais dans tout parti, même un petit, il y a un appareil. Et les appareils, ce que je veux dire par l'appareil, c'est des petites couches qui fonctionnent et qui arrivent à se distinguer de leur propre base. Vous savez, ça arrive, y compris chez des révolutionnaires, faut pas croire. La seule chose, il vaut mieux le savoir pour s'en méfier. Parce que des partis, les gens disent les partis. Oui, les partis, c'est, si vous prenez le parti socialiste, c'est un parti, il a la tête dans la haute, dans la bourgeoisie, et il a l'électorat dans la base. Moi, je dis souvent que c'est un parti, les gens, ça les fait rire. Je dis que c'est un parti ouvrier bourgeois. Alors, les gens me disent, mais ça veut dire ouvrier bourgeois. Bah, ça veut dire que la tête est bourgeoise et la base est ouvrière. Alors, mais comment ça marche? Bah oui, parce que petit à petit, les gens se sont émancipés dans l'appareil, et au lieu de réagir aux pressions de leur base, ils ont monté. Voilà, c'est ça. Vous savez que ça existe même dans le syndicat quand j'étais très jeune, si je peux me permettre de vous raconter cette anecdote. On m'avait fait ma formation et c'était un vieux militant syndical et il m'avait dit, tu sais qu'il y a des bureaucrates syndicaux. Bon, les bureaucrates syndicaux, moi je suis un syndicaliste, qu'est-ce que tu me dis sur le syndicalisme? Il me disait, oui c'est simple, il travaillait dans un chantier naval à Brest. Il m'a dit, tu sais, le bureaucrate syndical, c'est celui quand le bateau est construit dans le chantier naval, il aime bien boire le champagne. Et pour boire le champagne, il faut qu'il ait rempli 2 conditions. Pas une, mais 2. La première, c'est qu'il faut qu'il ait défendu suffisamment les intérêts des ouvriers, parce que sinon les ouvriers vont en élire un autre délégué syndical, et il ne boira pas de champagne. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il n'ait pas trop défendu les intérêts des ouvriers, parce que sinon c'est l'armateur qui ne l'invite pas pour boire le champagne. Et si vous acceptez cette idée de les 2 faces d'un appareil, il a besoin de satisfaire quand même sa base électorale, et le haut de l'appareil, lui, c'est surtout pour avoir les postes. Si vous comprenez bien ça, vous faites un grand pas dans le savoir-faire de l'action. On va le changer, nous, tout ça. Et d'ailleurs, ça va nous amener sur une deuxième question. Exactement. Si on voulait finir sur ce sujet, on pourrait conclure que, en fait, le gouvernement en place, donc l'AREM,
c'est plus des amateurs, politiques qui ont cru qu'ils allaient gérer le pays comme une entreprise en oubliant l'humain. Au final, c'est ça qui ont fait qu'ils ont réveillé les gens, c'est que ils ont accéléré ce rouleau compresseur sur les citoyens, sur l'humain en général. Et puis là, ça a cassé quoi. Au mois de novembre 2018, ça a cassé et ça ne se remettra jamais en place. Hein. C'était clair. Emmanuel Macron a... Il venait là. Vas-y. Je t'en prie, Gérard. Bon, je dis eux, c'était clair, la REM. Ils venaient là pour la croûte. Et en plus, ils étaient incompétents. Ben ouais. Un délégué syndical, toujours un bon, il sait un peu faire. Est-ce qu'eux, ils savaient même pas faire? On les amène à l'Assemblée. Vous avez vu cette députée LREM, elle louait un car pour visiter l'Assemblée. Elle faisait venir les gens de la circonscription, elle leur faisait payer 100 €, puis c'était transformé en guide touristique pour piquer du fric sur la base des gens de... Ils l'ont arrêté, hein. Mais c'était le genre de gens, dans la LREM, c'est à peu près ça, quoi. C'est les gens qui pensent qu'à leur pomme, ils pensent qu'au fric, et ils croient que tout le monde doit être comme eux. Et qu'avec Macron, ils vont faire du fric à tout le monde. Et ceux qui ne comprennent pas sont des ennemis. Voilà. C'est aussi simple que ça. On était avec un député il n'y a pas longtemps qui expliquait qu'en fait, quand ils ont été recrutés, on leur a proposé une place de pas petit marquis, c'était quoi l'expression, je sais plus. Enfin bref, une place de vassal dans un beau système féodal, c'était assez hallucinant quoi. Après des affaires, il y en a un paquet. Il y a eu des affaires de drogue, il y a eu des affaires, alors c'est un peu plus sensible, mais des affaires d'abus sexuels. Darmanin, son affaire est en train de ressortir là. Hein. C'est pas en train de rigoler. Après, c'est un autre débat parce que on va rebondir sur la deuxième question, surtout qu'en plus, Gérard, il a écrit plein de bouquins, mais il y en a un où il a écrit où il balance tout. Et ça serait sympa avant que le bouquin il sorte qu'on ait 2-3 scoops quand même dans le live. Je sais pas. Alors, s'il y a un jingle pour la deuxième question, moi je vous propose qu'on y va. En plus, elle est pimentée cette question. Allez, on y va. Alors justement, est-ce qu'on est... C'est bon. Ouais. Justement, Gérard, donc la question que tu as vue, est-ce qu'on est face à un parti unique en fait? Voilà, c'est celui en fait de la finance. C'est bien ça la question là. Ah oui, ceux qui décident au-dessus même de la REM, parce que j'ai expliqué tout de suite que c'était des folklores. Dangereux mais folkloriques. Mais c'est évidemment, le MEDEF, qui est un appareil tout puissant en France. Hein, c'est quand même... Vous savez, il y a 1000 entreprises dans notre pays qui font plus de la moitié du produit intérieur brut. Retenez bien cette idée parce que parfois les gens ils parlent des entreprises, on croit que c'est le boulanger du coin ou que c'est le petit artisan ou bien non, il y a 1 million d'entreprises de moins de 11 salariés, mais il y a 1000 entreprises qui font 50% du produit intérieur brut et entre deux ce qu'on appelle PME, PMI ou ETI, voilà, PME et ETI ne sont que des entreprises intermédiaires. C'est-à-dire qu'elles dépendent de donneurs d'ordre. Il y en a un qui décide de financer ceci, l'autre qui décide. Vous regardez en ce moment entre Airbus, par exemple, et de Richebourg. Bon, vous avez une grosse entreprise, 2 grosses entreprises, mais il y en a une qui décide de l'autre. C'est-à-dire, si elle décide d'arrêter telle filière, il y a 10 sous-traitants qui passent à l'as. Une fois, on m'avait mis dans un débat, il s'appelle toujours d'ailleurs Frérot. C'est le gars le patron de Veolia. Et dans le débat, il me dit, mais moi, j'ai 11 000 sous-traitants. Son entreprise, ça faisait que quelques milliers de gens, mais il dirigeait 11 000 sous-traitants, donc plusieurs centaines de milliers de gens par ce biais. Et la sous-traitance, c'est une façon qu'ont les grosses entreprises de mater les petites. Et il faut comprendre, les entreprises, il y a des requins, il y a des sardines. L'entreprise, ça veut rien dire. Et les requins, c'est eux qui décident de tout. Et donc, c'est eux qui ont le pouvoir de décision politique, en fait, derrière. Ça, c'est le MEDEF. Puis après, vous avez les banques. Alors, en France, vous avez 4 grandes banques. Elles ont 8 000 milliards d'actifs. Écoutez-moi bien, 8 000 milliards. Un pognon de dingue. Un pognon de dingue, oui. Le budget de l'État, c'est 500 milliards. Le budget de la sécurité sociale, c'est 850 milliards. Eux, ils ont 8 000 milliards. Et c'est eux qui prétendent détenir la dette. Enfin bon, qui va leur rembourser alors 8 000 milliards? Une dette qui est, alors elle est à la fois forte, ça dépend comment on la regarde. Il dit c'est 2200 milliards. Maintenant, 500 milliards. Ouais, mais sur combien de temps? Sur combien de temps?
On n'en sait plus rien. Voilà. Moi, j'ai entendu Thierry et Breton, là, qui est maintenant le représentant de la France, là, au niveau de l'Union européenne. Il disait, oui, on va emprunter. Alors, l'emprunt, vous avez vu que le dernier collectif budgétaire, pour prendre un chiffre, c'est 460 milliards qu'ils ont rajouté au budget, presque un deuxième budget de l'État, là. Sur les 460 milliards, ils en donnent à peu près 10% aux petites entreprises, aux indépendants et aux salariés, et 90% aux grosses. Voilà, c'est comme ça qu'ils partagent. Et Thierry Breton, il disait, tout ça, ça va quand même faire une dette. Mais, alors là, j'étais soufflé, il était tranquille, il était sur France Inter, il avait des millions de gens qui l'écoutaient. Il dit, mais tout ça, on va rembourser ça entre 2038 et 2058. Mais, qui sait qu'on va rembourser une dette entre 2038 et 2058? Alors, qu'est-ce qui peut se passer entre, quoi? Ben, elle sera jamais remboursée, la dette. C'est un truc pour vous faire courber les chines. Il y en a un autre qui s'appelle Daniel Cohen, je l'ai entendu, il m'a fait rire, parce que c'est un économiste libéral vachement sérieux et tout, et depuis longtemps, il fait la défense de tous les libéraux qui sont au pouvoir en France. Un copain à Dominique Seux, quoi. Ouais, c'est ça. Dominique Seux, c'est celui qui me met en colère tous les matins, mon petit déjeuner. Ah là là, moi, il mérite le poil. De café au lait, je tourne ma cuillère et je suis en rage quand j'entends Dominique. Et le Daniel Cohen, là, il a dit, la dette, on la remboursera dans 100 ans. Bah oui, mon bonhomme, il n'y a pas de problème, dans 100 ans, on remboursera la dette. Ne nous faites pas suer aujourd'hui tous les jours avec. Parce que si on fait de la création monétaire, c'est la seule façon de se sortir de la crise dans laquelle on est. Comprenez? C'est pas comme après une guerre, la pandémie. Parce que tout le système de production est intact. Les restaurants fonctionnent toujours, les grosses entreprises, les moyennes, les petites, il n'y a rien de détruit. Donc la seule chose qui manque, c'est du liquide, du flush. Bon, vous décidez de créer cet argent, et puis tout est réglé. Il faut pas rembourser après. Si vous dites, attendez, c'est un prêt, je vais vous égorger pour vous rembourser. Alors vous avez deux façons, il y a des gens qui disent, il faudra commencer à rembourser l'année prochaine. Les plus malins quand même, ils disent, dans 100 ans, allez, dans 100 ans. Oui. Si vous dites dans 100 ans, on constate tous que la dette est une convention. Et les lobbyistes dans tout ça, Gérard? Les lobbyistes, c'est pour tirer l'argent qui est sorti pour la création monétaire, là, les 460 milliards. C'est, vous m'en donnez tant pour l'automobile, vous m'en donnez tant pour l'aviation, vous m'en donnez tant pour les restaurants, vous m'en donnez tant pour les transports, vous m'en donnez tant. Ça, c'est les lobbyistes et les 460 milliards, je répète, du collectif budgétaire, c'est-à-dire celui de la semaine dernière, ils sont répartis sous la pression des lobbyistes. Au début, Renault avait 5 milliards, ils sont passés à 6, à 7 milliards. Et ils licencient comme des salauds, quoi. Oui, bien sûr, parce que le gouvernement donne ça sans contrepartie. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'inspection du travail, il n'y a pas de contrôle sur les licenciements, il n'y a pas de contrôle sur la façon dont la caisse est gérée. Donc, c'est simple, les gars de Renault, c'est comme ils sont tous des Carlos Ghosn, faut pas se tromper. Ils ont travaillé avec Carlos Ghosn, ils savent faire. Ils prennent l'argent, ils vont le mettre dans les îles Caïmans, et puis après ils disent on est obligé de fermer à Flins. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ballot. Et c'est ballot, puis c'est pareil au niveau de l'aviation. Ils disent on va vous inventer, alors ça c'est bien, on va vous inventer un avion qui pollue pas pour dans 30 ans. Excellente idée. Parce que je pense qu'il y a que l'État qui peut financer des choses comme ça. Regardez, une des choses qui marche le plus, c'est pas le privé, c'est pas les lobbies, c'est Ariane. La fusée Ariane, c'est public. Si ça fonctionne depuis 40 ans, c'est parce que c'est pas entre les mains des privés. C'est parce que ça n'a pas été soumis à une rentabilité immédiate pour prendre de l'action qu'on envoie dans les îles Caïmans. Et c'est le trésor le plus important qu'on a, c'est Ariane, qui a des tas de conséquences pour la vie quotidienne de tous les gens, y compris si on peut se parler. Et ça existe. Bon, mais par contre, si vous dites je donne 7 millions à Renault aujourd'hui, c'est le successeur de Carlos Ghosn qui va se partager le morceau. Vous dites pareil à Airbus. Alors Airbus, il y a des parts de l'État, donc ils peuvent pas faire n'importe quoi non plus. Bien qu'à Renault, l'État avait 17% des parts, ils ont quand même fait n'importe quoi, et l'État avec Bruno Le Maire a laissé faire. Donc, il est bon, Bruno. Il est très bon, Bruno. C'est ça. Il est bon pour donner de l'argent à ses amis, puis voilà. Après, il fait faire ses amis
pour qu'il lui redonne de l'argent pour se faire réélire. C'est exactement le mécanisme. Puis après, vous avez de l'argent qu'il faut donner, parce que c'était juste de concevoir que les intermittents du spectacle, ils devaient avoir une année blanche et qu'ils devaient pouvoir vivre jusqu'en 2021. D'ailleurs, probablement, ce sera 2022. Ensuite, il est juste de dire aux petites et toutes moyennes entreprises qu'on leur donne la pointe pour qu'elles puissent continuer leur restaurant, alors sans être obligés de le fermer et d'être étranglés pour rembourser l'année prochaine. Et là, regardez, il y a d'autres argents. Les assureurs. Les assurances, elles ont 41 milliards de bénéfices. 41 milliards. Et rechignent en ce moment pour en donner 2 ou 3 pour les petits commerces, les restos, les activités ludiques, sportives, loisirs. Alors que bon, les assurances, elles sont faites pour ça. S'il y a des moments au début de la crise, 800 millions. Oui, c'est une aumône. C'est rien. Parce que sur les 41 milliards qu'ils ont, s'il y a bien un moment donné où les assurances doivent servir, en théorie, c'est bien quand il y a une pandémie, un événement comme ça. Normalement, ça devrait leur faire les poches. Ils devraient passer les 41 milliards quasiment. Ils sont pas embêtés là, ça va. Et voilà, ils sont pas embêtés, ils trouvent des petites lignes dans les contrats pour dire non, là il y a la pandémie, c'est pas épidémie, vous avez signé pour épidémie, c'est une pandémie, vous avez dit c'est une fermeture administrative, elle est pas administrative, allez, bon, voilà. Et une fois qu'ils ont fait tout ça, ils évitent de donner. Mais c'est pourtant là qu'est l'argent. L'argent, il y en a. La France a jamais été aussi riche de toute son histoire. Oui. Mais vous avez 600 milliards, il y a un bon livre d'un gars qui s'appelle Luc Payon, qui est sorti il y a quelques années et qui est toujours aussi valable, qui s'appelle Les 600 milliards qui manquent à la France. C'est le recensement de ce qu'il y a dans les paradis fiscaux. Vous avez les 58 multinationales qui ont leurs pieds en France. Elles blanchissent. Là, c'est pas vraiment de la fraude, c'est ce qu'ils appellent l'optimisation fiscale. L'optimisation, bien sûr. Ouais, c'est les trous dans la raquette, quoi. C'est les trous dans la loi. Donc, ils arrivent avec des fiscalistes et leurs lobbyistes à blanchir 100 milliards par an, quand même, au Luxembourg. Et puis après, vous avez la fraude fiscale. Et la fraude fiscale, c'est une des choses, on devrait avoir une indignation, spontanée. On pourrait être violent contre la fraude fiscale. Parce que après tout, c'est ce qui paye nos écoles, c'est ce qui paye nos lits dans les hôpitaux. S'il n'y avait pas de fraude fiscale, peut-être qu'on aurait eu du curare, peut-être qu'on aurait eu des blouses, peut-être qu'on aurait eu des seringues, peut-être qu'on aurait eu des respirateurs, peut-être qu'on aurait eu plus de lits, peut-être qu'on aurait eu plus de soignants, peut-être qu'on aurait eu moins de morts. Bon, et le gars qui nous prend du fric à notre République, puis qui va le placer à Hong Kong et à Jersey, etc. Le gars, c'est un criminel quelque part. Et en plus, il se goberge, il justifie, il va se battre pour ne pas jamais payer. C'est comme les fameux GAFA, là. Alors, vous avez des plateformes, elles sont extraordinaires. Elles nous pompent des milliards sur nos propres données. Ils sont des plateformes, ils arrivent même plus à payer, ils veulent plus payer même les salariés avec leur sécurité sociale. Hein. Ils les ubérisent, comme on dit. Ça, c'est le monde Macron, quoi. Alors que bon, le monde 2.0, ouais. Ces gens-là, les GAFA, je m'excuse, mais on devrait les passer à la moulinette. Ils devraient, dans une crise comme ça, verser la moitié, les 2/3 de leurs avoirs. Ça va, quoi. Tu vas faire plaisir à ceux qui nous écoutent. Hein. Bruce a fait pas mal de sujets là-dessus. Hein, parce que Bruce est très, très actif. Hein, où il est sur le terrain, où il est en train de préparer des thèmes bien précis. Et sur ce thème, il a pas mal bougé, si ma mémoire est bonne, Bruce. Je me trompe pas? Ce que tu me fais penser à un truc là, Gérard, c'est qu'on avait bon espoir qu'avec l'affaire HSBC, parce que c'était du lourd, hein, ce dossier. Et en fait, à ce moment-là, Woerth qui reçoit le truc, la liste des entreprises, et puis surtout des gens aussi qui touchent de l'argent, à ce moment-là, elle est amoindrie. Mais tu vois, quand on a eu ce type de liste avec HSBC, on s'est dit, ça va être une bombe. Les gens vont prendre conscience que notre pognon de dingue, il s'en va. Mais résultat des courses, il y a eu tellement de sujets mis sur la table. C'est tellement massif tout ce qu'il y a eu qu'en fait, c'est passé dans le lot du reste. C'est un peu ce que disait Pasqua. Tu lances une affaire, tu fais une affaire dans l'affaire, et puis ça noie le bordel. Oui, je suis d'accord. Parce que dans la façon dont les médias communiquent, vous allez avoir, de temps en temps, ils vont dire une vérité là-dessus. Même moi, ça m'est arrivé de passer 3 minutes. J'ai eu 12 millions de vues après, parce que j'avais seulement dit ce que je viens de dire d'ailleurs. Mais ça, après, c'est noyé. Parce qu'après, comme il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement, vous rencontrez les gens au comptoir du café et vous disent, bon, de toute façon, on n'y peut rien, on n'y arrivera pas toujours pareil, etc., etc. Donc, faut qu'on arrive à montrer qu'on peut changer ça. Alors,
voudrais vous dire tout de suite quelque chose parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire sous cette forme. Il y a quand même, c'est drôle, hein. Il y a quand même un grand espoir dans le fait qu'il y a eu 3-4 milliards d'humains qui ont été confinés. Parce que si vous réfléchissez, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le capitalisme, c'est la compétitivité. C'est pour faire du fric. On est tous d'accord, je crois. Bon. Et là, le capitalisme a été obligé de donner la priorité, parce qu'il ne savait pas faire autrement, au confinement. Et que 3-4 milliards de personnes ont été préservées dans leur vie, hein, parce qu'on estime qu'il y a plusieurs millions de vies qui ont été sauvées. 3-4 milliards de personnes ont été confinées, c'est-à-dire que la santé l'a emporté sur la planète contre le fric. Pas longtemps, mais oui. Oui. Voyez-le sous ce regard-là. Parce que quelque part, c'est un hommage du vice à la vertu. C'est un hommage du capitalisme à ce qu'il ne veut pas. Alors, vous avez eu des gens fous furieux qui ont été contre ça. Trump, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va pas faire passer la santé avant le fric. Il a même appelé les gens qui étaient partisans dans les États américains à manifester. Ouais, on a vu ça. Contre ceux qui voulaient le confinement. Et écoutez bien, en accusant ceux qui voulaient faire passer la santé avant le fric d'être des communistes. Il y avait des banderoles, non communisme, non confinement, non communisme. Tellement pour eux, l'individualisme fanatique l'emportait. Et vous avez vu ça avec Bolsonaro. Non, je vous entends toujours bien. Bolsonaro a fait pareil au Brésil. Et vous avez un gars qui a été frappé par ça. Gérard, est-ce que tu es avec nous? Jérémy? Oui. Oui. Je vous entends très bien. Vous m'entendez plus? Ça y est. Si, on t'entend bien. C'est l'image de Bruce qui est figée. Bon, ah oui, c'est vrai, il ne bouge plus. Mais ouais. Il m'entend, ça va? Ouais, je t'entends. Vas-y, Gérard, je t'entends. Bon, et j'étais en train de dire qu'il y avait un personnage dans le monde qui avait été un truc un peu bizarre, c'était Boris Johnson en Angleterre. Parce que lui, il était comme Trump et Bolsonaro, pas de confinement. Puis pouf, il a été rattrapé par la maladie, il s'en est fallu d'un cheveu qu'il n'en meure. Alors après, il a été pour le confinement, comme quoi l'existence détermine la conscience. Hein. Il a été pour le confinement. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu l'affaire George Floyd. Parce que George Floyd, Lloyd George, c'était un dirigeant britannique du Labour Party au début du siècle dernier. Et George Floyd, parce que cette affaire-là, elle a à nouveau traversé tout le monde. Il y a eu des manifestations partout. Donc il y a quelque part une opinion publique mondiale. C'est la 3e fois avec ce qui s'est passé sur la question des droits des femmes. Parce que MeToo, c'était pareil. MeToo pour les droits des femmes, ça a traversé la planète. La santé, ça a traversé la planète. L'affaire du racisme, ça traverse la planète. Le socialisme, si vous me permettez cette expression un peu grandiloquente, frappe à nos portes. C'est-à-dire que les questions humaines, les questions de l'humanisme ne sont plus tellement théoriques. Elles ont des impacts pratiques sur l'ensemble de la planète. Et je viens de en citer 3 exemples. Hein. La santé, le racisme et le droit des femmes. Et ben vous savez, vous allez avoir pareil sur la finance. Parce que sur la planète, vous avez 87 hommes qui possèdent plus que 3 milliards et demi d'humains. 87 possèdent plus que 3 milliards et demi d'humains. Il y a un problème. Ouais, mais nous sommes quelques millions. Un petit problème. Ouais, quelques centaines de millions à le savoir. Mais en vérité, ce fossé va impacter l'humanité demain ou après-demain. C'est-à-dire que des milliards d'humains vont dire c'est plus possible. Et donc ça va arriver, comme ça vient d'arriver sur la santé, ou comme c'est arrivé sur les droits des femmes, ou comme ça arrive sur la défense des humains contre le racisme, ça va arriver contre la finance. Nous ne sommes que en ce moment que des petites mains qui contribueront à ça. Mais l'explosion de ça est proche. Et ensuite, le vivant cherche l'équilibre, de toute façon. Hein? Le vivant cherche toujours l'équilibre, en fait. Oui. Les lois naturelles, c'est ça. Vous allez voir la même chose sur le climat. Parce que qu'est-ce qui se passe sur la question du climat? Moi, je ne crois pas que c'est une fatalité, que c'est l'homme qui contamine la Terre. Je crois que c'est le capitalisme qui contamine la Terre. C'est pas, comme on dit, de l'ethnocène, c'est du capitalocène, pour ceux qui sont un peu au courant de ces débats. Et vous avez sur la planète, en ce moment, 2000 milliards, chaque année, 2000 milliards de dollars, là je parle en dollars, bon, d'armement.
qui fabriquent des Ouais. armes. Ça détruit la planète. C'est fait pour détruire la planète, ces armes. Il n'y a pas d'autre sens. C'est fait pour détruire le vivant, ouais, exactement. Voilà. Et donc, la vérité, c'est que les gens, quand ils vont voir que le climat, ça devient dur, qu'il faut investir pour se protéger, pour reconvertir toute une série d'industries, ce qu'on appelle la transition écologique, quand ils vont voir ça, ils vont dire, il faut de l'argent. Ben, je vous donne la réponse, moi. Prenez l'argent des armes. Les 2000 milliards, ils sont là. Vous avez de quoi faire des transformations. Et c'est une idée, quand elle germe dans les esprits, elle devient révolutionnaire. Ben là, tu m'amènes sur la troisième question, Gérard. Quelle transition magnifique. Non, mais c'est. Et si on peut avoir le jingle, parce que la troisième question, tu viens de commencer à y répondre, Gérard. Allez. D'accord. Alors, tu te doutes bien que nous aussi, on a pensé, on a des idées. Celle de Bruce est très intéressante et c'est celle que nous, au sein du Jour se lève, soutenons parce qu'elle est simple et elle est efficace. Elle est presque sans faille. Mais avant, je te pose des questions à toi, Gérard. Bruce, tu rebondis surtout, hein. Alors, la question, quelles sont les solutions pour sortir de cette impasse démocratique? Allez, on t'écoute, Gérard. Alors moi, je défends ce qu'on appelle un programme de transition. Le mot transition est très important. Parce qu'il faut partir, me semble-t-il, pour formuler un programme capable d'unifier des dizaines de millions de gens, hein, parce que c'est pas seulement des petits cercles qui ont des questions. Hein. Il y a 10 000 petits cercles qui pensent qu'ils ont tous raison plus les uns que les autres, mais quand on est séparés, on n'est rien. Alors, je le dis à chacun de mes amis de la gauche, chacun des groupes de gauche, rassemblez-vous, mettez-vous d'accord, parce que et le programme, qu'est-ce qu'il peut être? Faut qu'il parte, si j'ose dire, de l'assiette des gens, ce qu'on a dans nos assiettes, et qu'il aille à la transformation de la société, c'est-à-dire toutes les sources d'énergie, toute la protection de la nature, tout le développement des humains, la suppression de l'armement, l'économie de solidarité contre l'économie de compétitivité. Alors moi, je dis toujours, si vous voulez convaincre des millions de gens, partez du prix de votre salaire, hein, parce que le salaire, c'est la taxe que je connais la plus facile contre le capital. Il y a des gens qui inventent des taxes partout. Augmenter les salaires. Donner les moyens aux gens de choisir mieux, de vivre mieux. Vous le prendrez aux dividendes, vous le prendrez à la finance, vous le prendrez aux grands capitalistes et vous aurez un meilleur salaire. Et le salaire, c'est augmentation du SMIC. Parce que les Gilets jaunes, sur le fond, la première revendication, c'était on ne peut plus vivre parce qu'on nous met des taxes. C'est une taxe sur l'essence, c'est une taxe sur autre chose. Mais en fait, la vraie solution, c'est d'augmenter les salaires pour qu'on puisse faire face à nos besoins. Donc après, c'est les salaires. Ensuite, après, faut partager l'emploi. Parce que on peut pas avoir 6 600 000 chômeurs. Et là, comme on va avoir 1 million et demi de chômeurs de plus. Donc, faut dire aux patrons, écoutez, on va pas vous laisser licencier sans que ce soit nécessaire. On va contrôler les licenciements. De contrôler les licenciements, c'est tenir les patrons. Tu ne peux pas licencier sans notre accord collectif. Donc, il faut que ton licenciement soit justifié. Sinon, on va trouver les moyens de faire une fusion, une cession, une coopérative, enfin tout ce qui permet. Scope. Absolument. Donc, on laisse pas le patron décider tout seul. C'est comme le président de la République. Non. Le pouvoir doit être collectif aussi face aux entreprises. Donc, contrôler les licenciements, puis partager le travail. Alors, il y a des gens qui disent, on peut pas partager le travail, pas possible, personne n'est capable de faire mon boulot. Ça, c'est de la blague. Hein. Les cimetières sont pleins de cadres irremplaçable. On peut partager le travail, il suffit de former les gens, il suffit de. Aujourd'hui, il est partagé. D'ailleurs, le travail est toujours partagé en fait, et il est partagé sauvagement. En France, on a 6 millions de personnes qui travaillent 60 heures, et on a 6 millions de personnes qui travaillent 0 heures. On peut tout de suite faire 32 heures, un jour 28 heures, et un jour ça sera 24 heures. Parce qu'au fur et à mesure du développement des techniques, des fameuses plateformes et tout ça, au lieu d'enlever le boulot aux gens, on peut partager le boulot aux gens. Et tout le monde peut avoir accès, et il peut y avoir un salaire à vie pour tout le monde. Moi, on me dit, ouais, mais non, les robots, etc. Mais vous savez, même à mon âge, hein, je sais quand même, il y a eu quoi? Il y a eu la mécanisation, l'automatisation, l'informatisation. Maintenant, il y a les plateformes. Puis chaque fois, il y a eu des emplois en plus créés. Faut pas croire que ça supprime les emplois. Ça en crée d'autres, différents, nouveaux. Et s'ils sont partagés, il y en a pour tout le monde.
Le travail est une comète en expansion infinie. Si vous avez plein d'infirmières, si vous avez des profs pour des classes de 15, vous allez voir comment ça va décoller l'éducation. Hein. Bien sûr. Il y aura pas de problème. Si vous avez des soignantes qui ont le temps de s'occuper des vieux dans les EHPAD au lieu de les laisser dans la situation dans laquelle ils sont, la fin de vie sera quand même moins atroce et moins solitaire. Et donc, en vérité, du boulot, il y en a pour tout le monde, pas seulement dans les services, dans l'industrie, dans les médicaments, dans les transports. On peut faire des trains qui soient, pourvu qu'on ait une vision collective du développement de la société, que ça soit démocratiquement décidé, et voilà. Et c'est là que la démocratie dont on parlait au début de notre entretien, elle revient en force pour pouvoir réaliser un autre type de société et faire ce programme de transition. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui disent, moi, je veux savoir comment ça va être. Bon, soyons modestes quand même. Hein. Vous savez, en 1788, là, les gueux de 1788, sans être insultant, c'était un peu les gilets jaunes. Hein, faut pas. Bon, voilà, ils en avaient marre de la disette, de la famine, des taxes, de la gabelle, etc. Donc, ils ont commencé à bouger. Et à ce moment-là, on appelle ce siècle-là le siècle des Lumières, parce qu'on pense qu'ils ont imaginé la République. Mais ceux qui imaginaient la République à Paris, c'est pas ceux qui ont fait la Révolution. C'était pas les gueux, hein. C'est ceux qui sont allés chercher le pain à Versailles. Cette bêtasse de Marie-Antoinette, elle a dit, si vous n'avez pas de pain, mangez de la brioche. Alors ils lui ont coupé la tête. Mais si quelqu'un avait dit à Paris, on va aller à Versailles pour couper la tête de Marie-Antoinette, personne n'y serait allé. Le mécanisme par lequel des millions de gens viennent à l'action politique, c'est pour satisfaire leurs revendications les plus intimes, les plus quotidiennes, les plus immédiates. Je veux pouvoir élever mon enfant. Je veux pouvoir manger correctement, pas des saloperies. Je veux pouvoir avoir du temps pour vivre et je veux pas travailler 14 heures par jour. Je veux pouvoir être traité dignement, même si je suis éboueur, caissier, et si je suis soignant et que je suis obligé de nettoyer la merde des malades. Je veux que ça soit respecté, que je sois correctement payé. Donc, c'est par les revendications immédiates qu'il faut faire le programme de transition. Et que si on satisfait les revendications immédiates, me semble-t-il, des millions de gens voudront un changement plus important. Donc ça, c'est pas quand on est au fond du trou qu'on se bat pour chauffer la soupe. C'est quand on se dit, tiens, je vais mieux, et si ça durait? Et à ce moment-là, s'il y a une redistribution des richesses, c'est ce dont je viens de parler, alors vous pouvez marcher vers une 6e République. Vous pouvez avoir une assemblée constituante. Vous pouvez faire qu'il n'y ait plus de président au suffrage universel. Vous pouvez faire que les députés soient révocables et soient contrôlables. Et moi, je suis à ce moment-là pour 1 million d'élus. Et les gens, ils parlent des élus, mais l'élu dans la commune, c'est précieux un élu dans la commune. Il est à côté de chez vous. Ce qu'il faut faire, c'est que le député soit à côté de chez vous aussi. C'est-à-dire que, d'accord, il faut l'envoyer à une réunion nationale parce qu'il faut bien confronter tout ça. Mais il faut quand il revienne sur le marché, vous ayez la possibilité de l'engueuler. C'est d'ailleurs ce que Macron voudrait essayer d'éviter. Parce que lui, il parle de réduire les nombres de députés. De réduire, bien sûr. Il veut réduire en disant que ça coûte cher. Bien. Mais s'il réduit, c'est surtout que ça serait de moins en moins démocratique. Il y a des gens qui tombent dans le panneau en disant ouais, mais ça coûte trop cher d'avoir des élus. Non, ça coûte trop cher et tout. Non. Il vaut mieux 1000 élus que 577, il vaut mieux 577 que 230 comme voudrait Macron. Parce qu'avec 230 députés, vous les verriez plus jamais. Ce seraient des notables à l'américaine. Ils auraient des grosses circonscriptions, des régions. Vous verriez l'attaché parlementaire qui viendrait et vous en auriez 10 et c'est pas à lui aux députés que vous parleriez. Parce que si vous faites des petites circonscriptions, que les députés sont élus à la proportionnelle, que toutes les sensibilités soient représentées. Moi, je suis absolument pour la proportionnelle intégrale. C'est-à-dire que le pourcentage des opinions de tout le monde, je suis contre l'extrême droite, mais je suis pour qu'ils aient le droit au chapitre. Je veux les battre politiquement. Je veux les rendre minoritaires. Mais je veux le faire par la démocratie. Et je veux que ça soit un système qui permette que la sensibilité de tous les gens se manifeste dans les assemblées nationales, dans les assemblées départementales, dans les assemblées régionales, et dans les communes. Et je suis pour protéger les communes. Les communes. Je l'ai déjà dit une fois, mais small is beautiful. Gérard, j'ai une question pour toi. La cellule de base. Oui, pardon. Gérard, j'ai une question. Dans ce que tu dis, en fait, tu soulèves, il y a deux choses. Il y a la mobilisation qui peut faire qu'on fait le nombre, donc par la rue, pour pouvoir… alors, il y a les élections, bien sûr, mais il y a d'abord dans la rue, motiver les gens parce qu'ils les touchent. Tu vois, quand on a démarré le mouvement des Gilets jaunes, je pense que ça a eu un tel retentissement, le fait qu'on touche encore une fois au pouvoir, j'aime pas le mot pouvoir d'achat, mais le pouvoir de vivre,
avec l'essence, avec plein de choses. Mais là, il y a eu de la répression, il y a eu de la peur. Là, comment on peut faire pour les ramener dans la rue, pour leur dire, regardez, vous avez l'expérience, vous avez vu la crise du Covid, vous avez vu l'ingérence, vous avez vu en fait que nos libertés sont encore amoindries, enfin ainsi de suite. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir les ramener, les gens, sur cette base-là? Et la deuxième question que je veux te poser, c'est que nous, notre démarche à voter pour vous, c'est de dire que demain, on doit avoir des députés, femmes et hommes, qui ne seront pas en fait des gens élus avec carte blanche, mais qui seront en fait, qui monteront à l'Assemblée nationale avec les résultats de votation effectués sur leur circonscription, en organisant des débats préparatoires pour que les sujets soient abordés. Là, on est sûr, on a gagné, on a des élus qui sont en place. Comment on fait pour fédérer autour d'un projet simple et concret? Parce que nous, on pense que la pierre angulaire, c'est de dire aux gens, c'est la modification de l'article 89. Mais là, on s'éloigne des préoccupations, des besoins primaires des gens. Comment on arrive à faire cette jonction-là? Alors dire, regardez, vous avez du malheur parce que ça se passe mal, mais c'est parce qu'on n'est pas en démocratie. Demain, le système comment on fait cette jonction-là? C'est quoi ton avis là-dessus? Écoutez, il y a deux questions. La première reste toujours, selon moi, de montrer aux gens, avec eux, que on peut changer leur vie. Pas d'un seul coup tout, mais dans leurs besoins vitaux, élémentaires. Emploi, salaire, partage des richesses, que à ce niveau-là, ça change. Parce que si on parvient avec les gens à faire ça, alors comment le faire? Vous savez, il n'y a pas que les manifestations de rue. Moi, j'ai vécu mai 68, il y a les occupations d'entreprise. Généralement, ça leur fout plus la trouille que la manifestation de rue. Ensuite, ils ont matraqué les manifestations de rue. Faites bien attention parce qu'on est peut-être en train de gagner le droit, peut-être, hein, parce que je me méfie de Macron, c'est un danger, hein. Mais on est peut-être en train de gagner le droit de manifester massivement sans avoir les flics sur le dos. Parce que on te dira ça mardi. Oui. On te dira ça mardi, là. On va aller soutenir le personnel hospitalier. Il y a une vraie convergence. On va essayer en tout cas, on va tout faire pour l'utiliser pour le bien collectif. Absolument, faut y être tous parce que j'ai la liste là de 80 manifestations dans toute la France et encore elle est sûrement incomplète. Et là, il faut parce que pourquoi Macron a-t-il tenu? Parce qu'avec la violence contre les gilets jaunes, il a réussi à empêcher une manif de 3-4 millions de personnes. Il a fait peur. Bien sûr, il a fait peur. Moi, j'ai fait 25 ronds-points de gilets jaunes l'année dernière. Il y a des gens, ils m'ont dit, j'ai peur. Moi, j'avais des gens c'était à Lorient, ils prenaient un quart de 25 places, ils montaient à Paris. Et ils me disaient, on a peur, on s'accroche tous pour pas qu'ils nous aient. Et puis, ils revenaient pas souvent deux fois, un peu, mais ils avaient tous peur. Et la peur a empêché qu'on ait... Sinon, les gilets jaunes, ça allait donner quelque chose comme 5 millions de manifestants. Il aurait été obligé de céder bien plus. Et donc, c'est par la violence qu'il l'a empêché. Mais, à un moment donné, entre la violence du pouvoir et la force de l'opinion peut l'emporter. Moi, j'ai vu ça en mai 68. Je vous en parle en témoin. J'ai vu ça. C'est-à-dire que pendant des semaines, moi j'étais à Rouen, le préfet se planquait. Il m'appelait pour savoir où je voulais qu'on manifeste le lendemain. Parce que on avait un tel... rêver. Bien sûr, mais ça reviendra. Ça reviendra. Il y aura un autre mai 68. Je vous le dis. C'est évident. C'est sûr et certain qu'il y en aura un. Nous, on est persuadés que c'est cette année. Là, le gouvernement est affaibli et fragilisé de toutes parts. En plus, on est des gens simples, hein. On veut une réelle séparation des pouvoirs et puis on veut plus de ce gouvernement. Très clairement, ils ont fait trop mal à trop de gens. Et il n'y a pas que la répression dans la rue qu'ont subi les gilets jaunes. Il y a le matraquage fiscal qui a augmenté, le baisse des avantages et des intérêts et des libertés qui a continué de diminuer. Je veux dire, c'est une catastrophe. Et pour moi, ces gens-là, ils auront quand même des comptes à rendre. Ils pourront pas s'en sortir comme ça. Le 16, ça va être quelque chose de bien, hein. Malheureusement, il n'y a pas la coordination qu'on aimerait avoir pour pouvoir faire mouche en une journée, mais elle est en train de se mettre en place. Si elle est pas le 16, elle sera après, mais elle arrive. Gérard, on arrive tous. On vient, on te rejoint, Gérard. Mais vous savez, comme je suis contre un sauveur, un César, un tribun, un chef, alors me dites pas ça. Il faut surtout qu'on fasse tous le travail. J'étais en train de dire comment il pouvait y avoir un autre mai 68 et un mouvement de masse. Puis après, excusez-moi, mais il faut parler parti. Je sais qu'il n'y a pas toujours une sympathie pour les partis, mais c'est parce que les partis, sous la forme sous laquelle ils ne fonctionnent pas démocratiquement.
On pourrait avoir un grand parti de gauche démocratique où le droit de tendance serait reconnu, où la démocratie serait contrôlée, où les finances seraient contrôlées, où les élus seraient contrôlés. Un parti, ce n'est pas un système de confiance, c'est un système de défiance. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir mettre en cause ce qui se fait et avoir une chance d'être écouté. Puis on n'est pas obligé de quitter le parti au premier désaccord. Un parti, c'est pluraliste, comme le salariat lui-même est pluraliste. Et là, en ce moment, on est bien obligé, puisque je l'ai dit tout à l'heure, la gauche est une mosaïque de partis, et qu'il y en a 12 ou 15. Alors moi, j'essaie de dire à mes amis de LFI, j'essaie de dire à mes amis de ELV, j'essaie de le dire au Parti communiste, au Parti socialiste, j'essaie de le dire au groupe qui s'appelle Ensemble. Il y a 15 groupes, je vais pas vous les énumérer tous, mais et des petits, des moyens, des grands. Et puis les petits deviennent grands, les grands deviennent petits. Ça bouge beaucoup en ce moment. Tu peux leur passer un message de notre part, Gérard, s'il te plaît. Oui, vas-y. Tu peux leur dire que si demain ils veulent vraiment faire quelque chose, qu'ils rejoignent tous les citoyens et on montera un parti tous ensemble avec ses garde-fous. Parce que nous, on est conscients que le pouvoir, l'argent, le confort, les strass, les paillettes, l'être humain, il est fragile pour tout ça. Donc, il faut des garde-fous. Il faut être en mesure de pouvoir séparer cela. Maintenant, quoi qu'il arrive, on va aller au bout. On ne lâchera pas, que ça soit par la rue, par les urnes, par des actions construites sur la pression des élus, par des propositions d'actions concrètes, par des propositions de loi. Les gens ont besoin d'être concertés. Il y a trop de gens réveillés maintenant en France. C'est fini où tu avais 300 000 personnes qui savaient, le reste savait pas. Là, c'est des millions de personnes qui savent. Pardon, Gérard. En privé. Dans notre pays, il faut pas trop se plaindre, on est plus politisé que les autres. Il y a 4 ou 5 millions de personnes qui font de la politique, un peu dans tous les sens à gauche, mais le problème c'est qu'avec 4-5 millions, ça suffit pas. On est 60 millions d'habitants, il y a 44 millions d'électeurs. Il faut arriver à gagner dans un mouvement une force telle qu'elle soit incontournable et qu'elle fasse taire les violences policières en face de nous et qu'elle oblige le pouvoir à se retirer et à ce que nous donnions les bases à notre pouvoir. Et c'est là, tu me dis de dire, il faut dire ça au parti, mais je leur dis tout le temps. J'ai parlé de la réunion prochaine du 20 juin, là, je vais le redire. Mais je dis quelque chose à ceux qui nous écoutent. Chacun doit s'adresser au parti pour leur dire faites l'unité. Parce que les dirigeants, comme j'ai dit tout à l'heure, le gars qui veut boire le champagne, voilà. Si l'électorat lui dit mettez-vous d'accord, sinon je vote plus pour vous, mettez-vous d'accord, on veut que vous fassiez l'unité, mettez-vous autour d'une table, faites le programme, vous savez. Moi, je suis persuadé, mais on pourra peut-être me démentir, mais une semaine de travail entre tout le monde sérieux et vous avez une plateforme que tout le monde partage. Il n'y a pas tant de divergences que ça à gauche. Hein, vous avez 80% de points communs et 10 ou 15% de polémiques. Il suffit de mettre les 10 ou 15% de polémiques de côté et de retenir les 80% de points. Justement, Gérard, c'est l'objet de ma deuxième. La question était, il y avait deux questions, mais si on s'accorde sur un point commun, qui est en fait la modification de l'article 89, puisque ça partirait en fait du fait de donner pour la première fois le pouvoir constituant au peuple. À partir du moment où on donne ce pouvoir-là, eh bien derrière, tu parlais d'élus à tous les niveaux locaux, la commune, une circo, même un département, une région. Est-ce que la clé, elle n'est pas là? Est-ce que finalement, on ne peut pas s'accorder juste sur cette pierre angulaire d'où va tout découler derrière? Je suis désolé de ne pas aller jusqu'au bout, mais un peu dans votre temps. Je vais vous dire comment. Pour ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que la préoccupation de millions de gens, c'est pas l'article 89, c'est même pas la Constitution. Je sais bien. Pour que ça le devienne, il faut partir du salaire, du partage de l'emploi, de la distribution des richesses. Les gens se disent, ça peut changer. Et c'est là que dans le mouvement, dans l'action des millions de gens, parce qu'on peut se convaincre par la parole pour 3, 4, 5 millions de personnes. Mais les 10 ou 15 millions ou 20 millions de gens qui a besoin d'entraîner, eux, c'est pas la parole qui va les convaincre, c'est l'action. S'ils voient que leur sort s'améliore et qu'on leur dit que l'article 89, une assemblée constituante, peut garantir cette amélioration, ils seront pour. Mais si tu leur dis au début, je suis pour une constituante, ça reste... ils voient pas le lien, ils voient pas le lien, ouais. Nous le comprenons. Mais des millions de gens ne rentrent pas dans l'action par là. Vous avez déjà... Tu sais que ça va, ouais. Tu sais que ça va remplir l'assiette. Vous avez déjà franchi des années-lumière, mais le militantisme, c'est apprendre aux autres ce qu'on sait déjà. C'est de la communication qu'on doit faire, intelligente, quoi. Oui, c'est faire aux autres le chemin qu'on a soi-même parcouru. Et donc, pour les amener à une constituante, il faut d'abord, je dirais, leur faire gagner le début d'un monde meilleur. Et la constituante intervient pour garantir le monde meilleur qu'on leur fait gagner. Parce que sinon, pour eux, c'est abstrait. C'est mon histoire du pain et de la République tout à l'heure, en 1788. Vous savez,
quand la Révolution française s'est faite, il y a tout de suite toute une partie des gens, ils ont réclamé une loi sur le maximum. Ça voulait dire on limite les prix, le prix du pain. On fait un maximum. Vous savez quand est-ce qu'elle est arrivée en loi sur le maximum? Même Robespierre était contre. Il n'a été convaincu de la loi sur le maximum qu'à la fin de l'année 93, en fait 6 mois avant de perdre le pouvoir, mais il a fallu entre 89 et 93, 4 ans de révolution pour imposer une loi sur le maximum des prix. C'est comme souvent on a une image enfantine de l'abolition des privilèges le 4 août. Ouais. Le 4 août, tout le monde dit on abolit les privilèges. La France entière applaudit. Et puis au petit matin, il y a un mec qui dit sous réserve qu'ils soient financés et qu'on les paye, quoi. Et évidemment, à partir de ce moment-là. Le fameux 8 mai. Le fameux 8 mai. Les gens, ils disent on a l'abolition des privilèges, mais ils peuvent pas en tirer la moindre chose. Donc, en vérité, et la révolution ne s'est nourrie qu'au fur et à mesure qu'il y avait une redistribution du pain pour le peuple, des progrès, etc. Et à ce moment-là, on est arrivé en 93, 94. Malheureusement, c'est une autre page de l'histoire qui est arrivée souvent tristement. Il y a eu une contre-révolution. 94, c'est une contre-révolution, ça s'appelle Thermidor. Et oui, et après, vous avez un mec qui s'est appelé Napoléon, il était né avec la révolution, et il s'est déclaré empereur en 1804, 10 ans plus tard, en écrasant la révolution. Une belle démocratie, voilà, ça c'est une belle démocratie. L'idée est de dire aux gens, si nous faisons des pas en avant, pour les garantir, il faut un système qui le permette. Et ça, c'est la Constituante. Parce que moi, je suis pour une république, je vous énumère tout. Je suis pour une république sociale, démocratique, parlementaire, laïque, écologiste, féministe, internationaliste et pacifiste. C'est l'intégralité de mon programme. Mais pour arriver à ça, il faut mettre en mouvement 10, 20, 30 millions de personnes et qu'ils arrivent à expérimentalement, c'est important l'expérience, expérimentalement comprendre que c'est ça qu'il faut pour assurer leur vie. On a du boulot. On a du boulot. Il y a mon fils qui m'a dit, mais papa, t'as encore jamais écrit quelque chose sur le socialisme. Et moi, ça fait 50 ans que j'écris sur le socialisme. J'ai eu l'impression de prendre ça comme un demi-claque en disant, je peux pas lire d'un seul coup en résumé ce que tu veux, etc. Alors, je me suis en train de me mettre à écrire un résumé qui tient un peu dans ce que je viens de dire. Je vous remercie de me donner la parole parce que je travaille sur 2 trucs, un polar avec un inspecteur du travail pour héros, ça c'est pour m'amuser, et puis un bouquin qui dit ce que je viens de dire pour ce que pourrait être le socialisme en 2050. C'est si on gagnait la majorité, si on commençait à réorganiser l'économie autrement, si on était écologiste, s'il y avait l'égalité des droits des femmes et des hommes, s'il y avait une allocation d'études pour la jeunesse entre 18 et 25 ans, s'il y avait une allocation dépendance pour les pauvres vieux quand je vais un jour arriver à faire partie, qui ne peuvent plus. Et je sais comment financer parce que moi je sais comment on augmente la part du salaire dit sécurité sociale, ce que le salaire mutualisé, on l'a fait grossir au détriment du salaire net. C'est-à-dire, si vous avez de plus en plus de services publics, par exemple une 5e branche pour la dépendance de la sécurité sociale, moi je suis pour une 6e branche pour la formation de la jeunesse, pour que les jeunes aient une allocation d'autonomie entre 18 et 25 ans, ça doit être pris en charge par la partie collective du salaire. Et la partie non collective du salaire, ça doit être pour chacun, s'il a envie de s'acheter des huîtres, il s'achète des huîtres. S'il veut du pâté de tête parce qu'il préfère, il s'achète du pâté de tête. Mais on a une partie du salaire qui est mutualisée. Et cette partie, le socialisme, c'est grossir la partie du salaire mutualisé. Les gens font pas assez. Moi, j'ai plein de réunions avec les Gilets jaunes et on me demandait d'expliquer ce qu'étaient les cotisations sociales. Parce que les cotisations sociales, elles vont pas, c'est pas un impôt. Ce qu'ils appellent les charges. Il y a des gens qui appellent ça des charges sociales. C'est pas des charges, c'est un bonheur. Les cotisations sociales, c'est ce qu'il y a de plus beau en France. C'est cette partie du salaire qui est mise dans un pot commun et collectif, quoi. À chacun selon ses besoins. Faut regarder la feuille de paye. Vous avez votre salaire net, d'accord, vous vivez avec, il est trop bas, je veux le compter. Bon. Ouais, ça c'est clair. Il est en bas de la feuille d'ailleurs. Vous avez le salaire brut, il est trop bas aussi. Parce que le salaire brut, c'est lui qui fait que vous avez la retraite à 60 ans ou pas. C'est lui qui fait que vous avez la gratuité pour vos soins ou pas. C'est lui qui fait que vous avez une assurance chômage si on vous êtes viré ou pas. C'est lui qui fait que vous êtes compensé dans votre accident du travail si vous en avez un. C'est même celui qui vous dit 1% pour le logement ou qui va vous dire 1% pour la famille. C'est-à-dire, dans la cotisation sociale, il y a le socialisme du futur. Il y a tout ça, ouais. Il y a le partage du futur. Et que quand vous augmentez le salaire, Macron, il donne des primes.
Mais les Ah, les primes, primes, c'est pas durable. Hein. Les primes, ça rentre pas dans le calcul de la retraite. ouais, c'est ça. La prime, c'est pas du salaire, donc il n'y a pas de cotisation sociale dessus. On vous fait une arnaque. Si vous augmentez le salaire, vous êtes sûr d'avoir votre retraite à 60 ans, ça redevient impossible. Et donc la transformation, on part d'une société capitaliste pour arriver à une société de solidarité. Moi, je vois comment la dessiner. Je viens d'essayer de vous la dessiner. Tu finis vite ton bouquin, hein, Gérard. C'est pas mal du tout. Tu sais que tu vas être obligé de revenir parce que là, c'est la fin de l'émission. On aurait aimé te piquer un peu pour que tu nous sortes les dossiers sur la dette, sur l'Europe. On voulait ton avis sur l'Europe. Mais Ce que je te propose. Sur la dette, l'Europe et les retraites, faites-moi revenir. C'est ce que j'allais dire. Si tu veux, en plus, là, tu as encore un bouquin qui sort. Donc, ça aurait pu être sympa que quand ce bouquin il sort, tu viennes le présenter. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Et derrière, on t'enchaîne fort sur ces sujets pimentés. Mon bouquin, c'est mes mémoires de 1900. Oui, je suis vieux, hein, faut bien écrire. Je voulais pas écrire mémoire. L'éditeur m'a dit, on va mettre mémoire. Bon, alors, on va mettre mémoire. Ça fait au 1994-2017. Je raconte, en gros, avant Jospin, après Jospin, le TCE, l'Europe, et puis j'arrive à la trahison de Hollande, le quinquennat maudit. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et je raconte tout. Voilà. Et ce bouquin, il est gros, hein, il fait 976 pages. Il devait sortir le 6 mai. Maintenant, mon éditeur me dit qu'il va sortir en octobre-novembre. Hein. C'est Atland. Voilà, vous aurez tout dedans. Et puis, moi, j'y touche plus parce qu'ils sont en train de le corriger. Alors, on essaiera, on te réinvitera pour profiter de tes connaissances et on en profitera pour parler du bouquin aussi un petit peu, si tu veux, Gérard. Avec plaisir. Voilà. Moi, je voudrais remercier donc tous les gens en back-office qui sont là. Je voudrais remercier le général Tauzin qui nous a envoyé son bouquin sur sa vision de la France, sur des solutions aussi. Je voudrais remercier Alexandre Langlois qui nous a aussi fait suivre son bouquin qui est excellent. On a David Lebinski qui sort un bouquin demain qui est excellent, dans lequel quelques-uns d'entre nous sommes cités sur des bases d'interview. Aujourd'hui, on part du principe, comme Gérard qui est présent avec nous, qu'il y a beaucoup de gens bien, des gens de toute classe sociale qui ont navigué sur tous les univers, qui sont encore issus d'une classe que l'on combat ou qui sont issus d'une classe du bas comme nous, mais qui fonctionnent ensemble. Et je vous le dis, cette année, on va redonner le pouvoir au peuple. Voilà, le 16 juin, on sera présent. Depuis mi-mai, on en parle. On est content que ça ait été relégué partout. On est content que tout le monde l'ait pris à bras-le-corps. Faisons en sorte d'être solidaires pour être sûr que s'il y a une victoire, qu'elle soit collective et pour l'ensemble de la société, plutôt que pour une corporation, ce qui nous divisera encore plus. Ne jouons pas le jeu du gouvernement et de leur complicité dans toute cette communication médiatique qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, on est nombreux à avoir éteint notre télé et ça se passe très bien. Vous voyez, on a la chance d'avoir des érudits, des gens qui mènent ce combat depuis des décennies, comme Gérard Filoche, ici présent, et qui, dans les 15 jours, 3 semaines, je pense, reviendra, parce que on a quand même des sujets pointus et des sujets hyper techniques, et Gérard, c'est une encyclopédie à lui seul, donc on comptera sur lui pour nous sortir des dossiers épineux, tout en nous sortant des analyses et une solution derrière. Je vais laisser Bruce prendre la parole, et c'est Gérard qui terminera l'émission et qui vous souhaitera une bonne soirée. Allez Bruce, à toi, et on laisse finir Gérard. Gérard, merci. Et puis rendez-vous pris pour dans une semaine et demie, 2 semaines. Je voudrais passer un petit message à toutes celles et ceux qui vont monter le 16, parce que c'est important qu'on le dise. La violence, le chaos, c'est vers là où on veut nous pousser. On doit être très prudent parce que sinon notre message va encore être noyé, nos messages vont être noyés médiatiquement parlant à cause de cette violence-là. Et surtout, d'ici là et pendant les manifs, allons tous bien nous faire aimer pour que ça avance parce que c'est important et comme je dis, ça fait du bien. Voilà, je te laisse la parole Gérard et à très vite. Merci à ceux qui ont écouté cette émission jusqu'au bout. Moi, je parlais au nom de la gauche démocratique et sociale, qui est un des éléments de la mosaïque de la gauche. J'ai un site qui s'appelle www.gds-ds.com. Il se fait autour d'une revue, je fais ma pub, vous permettrez. Vas-y, Gérard. Démocratie et socialisme, elle existe depuis 28 ans. 28 ans. Et si on veut suivre le combat mené dans les 28 dernières années, c'est dans cette revue et sur le site qu'on le retrouve. Puis après, j'ai un blog qui s'appelle www.gerard-filoche.fr et j'écris tous les jours à peu près dessus. Et vous pouvez retrouver, il a dû être commencé en 2009, vous pouvez retrouver les 11 dernières années de toutes les bagarres menées au jour le jour sur ce blog.
Voilà, et les grandes dates, c'est le 16, vous avez raison, c'est le 16 juin. J'irai aussi demain à la manifestation contre le racisme à Place de la République à Paris à 14h30. Et puis le 16 juin, et ensuite il y a une réunion de la gauche, donc avec les 20 associations, syndicats et autres, le 20 juin, qui appellent les 12 ou 15 organisations de gauche. Et j'espère qu'à cette occasion-là, on fera un pas en avant pour l'unité. Et je suis sûr que si ça se faisait, ça stimulerait tout le monde pour gagner. On va gagner quoi qu'il arrive. Le tout est de savoir comment et quand. Voilà. Ouais. Essayons que ça soit de la meilleure des manières. Quand on a mon âge, les liens, on les rajoutera sur l'émission, tes liens, que les gens puissent aller appuyer sur le bouton pour venir te voir, s'ils le souhaitent. C'est comme ça qu'on fonctionne. Nous, on partage nos réseaux. Voilà. On part du principe, la démocratie, c'est le partage aussi. Voilà. Si c'est bon pour vous, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. On prendra toutes vos questions. On y répondra dans un prochain live. Et si Gérard est d'accord, dans 2 ou 3 semaines, on refera un live sur des sujets où on commencera en punchline dès la première minute, si ça vous va. Voilà. Même si moi, j'ai adoré ce que j'ai entendu, personnellement. Bruce, Gérard, très bonne soirée à vous. Et puis, on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.